Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. On va revenir une fois de plus sur le feuilleton Mercosur, épisode 2345, avec un rebondissement la semaine dernière. On en parle avec Hugues Fallis, agriculteur militant, et avec Saskia Bricmont, députée européenne et militante également. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et je vous présente tout d'abord Hugues Fallis. Merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur militant, porte-parole de la FUVEA, un syndicat agricole qui défend une agriculture durable. On va bien sûr parler de votre combat contre le Mercosur, mais difficile de ne pas dire aussi que vous êtes engagé dans une action David contre Goliath. Goliath étant la compagnie Total Énergie. On va y revenir dans un instant, mais autrement dit, Hugues Fallis, vous êtes un empêcheur de tourner en rond, pour utiliser une formule polie? Oui, disons que depuis 35 ans que je fais ce métier, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout en phase dans la manière dont on appréhende les choses, et donc je ne sais pas faire autrement que de m'exprimer, surtout quand on m'en donne l'occasion. Et sur le Mercosur, s'il y a un truc qui vous agace en particulier dans cet accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine, ce serait quoi ? Eh bien, ma position et celle de mon syndicat est très progressiste, notamment sur les pesticides et sur les réglementations environnementales. Et ça devient impossible de dire aux agriculteurs européens, la même semaine que la signature du Mercosur, écoutez les gars, il faut absolument qu'on se pose des questions par rapport à nos pratiques et notamment par rapport à la sauvegarde des zones de captage de nos eaux, des eaux que nous buvons. C'est vraiment ça qui, pour moi, qui est le plus difficile à accepter. Des pesticides qu'on essaye de réguler chez nous, alors qu'ils pourraient débarquer dans nos assiettes via les accords du Mercosur. Exactement. C'est un peu ça qui vous agace. Les agriculteurs ne peuvent pas accepter qu'on leur impose cette mise en concurrence déloyale tout en continuant à renforcer des normes qui, de notre point de vue, sont tout à fait indispensables. Alors, avec nous également Saskia Bricmont, que vous connaissez bien, c'est une amie, vous la tutoyez d'ailleurs, Saskia Bricmont, députée européenne, et vous étiez la star de la session plénière du Parlement européen la semaine dernière parce que vous êtes parvenu à bloquer l'accord du Mercosur grâce à un vote. Expliquez-nous. En tout cas, c'est un vote qui demande d'analyser la légalité de l'accord au regard de nos traités, parce qu'on va nous faire avaliser un traité dont on doute de la légalité. Donc on a demandé l'opinion de la Cour de justice européenne. On a obtenu une majorité, certes ténue, mais une majorité quand même. Et ça montre bien qu'il n'y a pas de majorité actuelle certaine pour valider cet accord UE-Mercosur pour les raisons présentées par Hugues. Et effectivement, on se connaît bien parce qu'on mène les mêmes combats, lui sur le terrain et au syndicat, moi en politique, parce qu'on veut un autre modèle agricole pour l'Europe, soutenir l'agriculture européenne dans sa transition écologique, soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent se passer des pesticides. Et effectivement, le message qu'il leur est envoyé avec un deal commercial comme celui-là, c'est de dire non seulement on vous demande de faire des efforts, mais en plus on vous enfonce définitivement la tête sous l'eau, puisque vous allez subir la concurrence déloyale des produits importés. Mais il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, si le deal est poussé à ce point-là par les pro-Mercosur, c'est pour des raisons géopolitiques. Ils s'en fichent du contenu. Ils ont bien signifié aux agriculteurs qu'en fait, c'est secondaire par rapport aux intérêts géopolitiques qu'ils veulent mettre en œuvre. Mais l'Europe se trompe en pensant que, 1, ça va solutionner les attaques de Trump, et 2, ça va améliorer la situation sur le terrain pour les agriculteurs, puisqu'on affaiblit notre modèle agricole et notre agriculture européenne. Alors, on va revoir ces images du vote. C'était donc la semaine dernière. Les 720 députés étaient invités à voter pour ou contre un renvoi de l'accord devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est Roberta Metsola qui lance le vote. Et puis, il se passe plusieurs secondes avant qu'elle ne donne le résultat. Ces secondes, ça a duré très longtemps dans votre tête, à mon avis. C'était une longue attente et je sentais comme jamais mon cœur qui battait parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Pourquoi ? Parce que
Non seulement beaucoup de députés avaient déjà dit qu'ils étaient très hésitants parce que certains ont les mêmes doutes que nous, les mêmes critiques que nous à l'égard du contenu de ce traité et aux effets dévastateurs qu'ils vont apporter. On parle beaucoup du côté européen pour le moment avec la colère agricole qui gronde à juste titre, mais il faut aussi regarder les effets dévastateurs d'un tel traité là-bas, dans les pays du Mercosur, comme sur la déforestation, les populations locales, les populations indigènes, les paysans, les agriculteurs locaux, les syndicats, les secteurs de bien-être animal et autres se mobilisent tout autant que chez nous contre cet accord. Et ça, on n'entend pas beaucoup parler de ça. C'est comme si tout le monde était en faveur là-bas. Mais effectivement, à ce moment-là, l'attente est longue parce que beaucoup de députés, en dernière minute, étaient encore hésitants, sachant que notre rôle, c'est d'analyser aussi la légalité de ce qu'on vote. Et que pour beaucoup, heureusement, c'est encore une valeur essentielle du travail parlementaire. Et on va revoir ces images du vote qui est lancé par Roberta Metsola. Regardez. By roll call, the vote is open. Has everyone voted? Vote is closed. And it is carried. We vote. Alors je signale que la musique, on ne l'a pas diffusée dans l'hémicycle. Vous avez gagné quoi avec ce vote? Vous avez gagné du temps en fait. Ça va prendre 18 mois pour que la Cour de justice se prononce. Et pendant ce temps-là, en principe, l'accord est suspendu. Alors je vais être honnête. Au départ, j'avais demandé une analyse juridique au sein du Parlement européen, dans le cadre de nos travaux, qui m'a été refusée par une majorité au sein de la Commission du commerce international, une majorité qui est plutôt pro-Mercosur. Et donc, malgré les critiques qui sont adressées, mais aussi l'analyse légale que je demandais du traité, ça a été refusé. Et donc, j'ai exploré les pistes pour voir, tiens, comment est-ce qu'on peut, nous, faire notre travail parlementaire, sachant que nous sommes dans une position minoritaire, mais que c'est nécessaire. Raison pour laquelle on a décidé d'aller un pas plus loin, mais je ne pouvais pas le faire seul. On n'arrive pas à un processus pareil, d'obtenir plus de la majorité des voix tout seul. En tant que député européen, il faut qu'on travaille avec les collègues. Donc c'est comme ça qu'on a créé un groupe de députés, mobilisés à la fois avec des gens qui sont plutôt contre le traité du Mercosur pour différentes raisons, que j'ai notamment citées, et d'autres qui voulaient en fait que le travail soit fait correctement une fois que le Parlement est saisi de son travail. Ce n'est que logique que chaque institution fasse son travail correctement. La Commission a mis 25 ans, le Conseil a mis plusieurs années aussi à suivre le dossier. C'est à notre tour maintenant de faire notre travail. Donc la demande de légalité est effectivement suspensive, logique, puisqu'on demande à la Cour, est-ce que ce traité est légal, oui ou non? Si on n'attend pas son avis, à quoi ça sert de le consulter en fait? Nous, ce qu'on veut, c'est que la Commission révise la copie si l'opinion de la Cour est négative par rapport au point qu'on a soulevé. Alors, Hugues Fallis, est-ce que ça aura vraiment servi à quelque chose, ce recours devant la Cour de justice? Parce que Ursula von der Leyen, la semaine dernière, elle a dit qu'elle voulait mettre en pratique l'accord du Mercosur de manière provisoire. Donc, quelque part, vous n'allez pas y échapper au Mercosur. Alors, c'était premièrement vu par le monde agricole comme un test. Que va faire le Parlement? Que pensent les députés? Oui. Et donc la réponse est, il y a une maigre majorité de députés qui se posent des questions ou qui sont carrément contre. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mais je dirais chat échaudé craint l'eau froide. On sait que le CETA a été mis en application avant la ratification. L'accord avec le Canada. L'accord avec le Canada, donc on n'est pas dupe, on a bien compris que la présidente de la Commission voulait coûte que coûte le mettre en place. Donc oui, on pense qu'il va être mis en place de toute façon. C'est ce qu'Ursula von der Leyen a annoncé. Pour vous, c'est un déni de démocratie? C'est clairement présenté, en tout cas par de nombreux parlementaires, comme un déni de démocratie. Et on se demande, et d'ailleurs je voudrais que Saskia nous explique à quoi sert encore le Parlement, en fait, puisqu'on voit que la Commission peut passer au-dessus sans trop se poser de questions. Vous comptez pour des prunes, Saskia Bricmont? En tout cas, le Parlement doit jouer son rôle, et mieux que ça, parce que clairement, c'est un déni de démocratie et le Parlement européen doit signifier à la Commission européenne, mais surtout au Conseil. Parce que c'est le Conseil, ce sont nos gouvernements qui ont décidé de la mise en œuvre provisoire quand ils ont signé début janvier. Mais Saskia Bricmont, au lieu de demander un recours devant la Cour de justice, est-ce que vous n'auriez pas dû
pour ne pas perdre de temps, directement voter contre l'accord du Mercosur. Et dans ce cas-là, c'était la voix du Parlement qui prévalait. On n'est pas certain de la majorité qui existe ici. Et donc, directement aller vers le processus de ratification sans avoir fait les étapes de travail parlementaire correctes, en fait. Parce que qui mène le travail d'analyse réelle, et encore, parfois on peut en douter du contenu des textes, ce sont les députés qui siègent dans la Commission du commerce international, qui sont majoritairement pro-libre-échange. Au-delà de cette commission-là, on a des divergences dans tous les groupes politiques. On voit des gens qui sont beaucoup plus sensibles au contenu, à l'aspect durable des traités qu'on peut conclure. C'est notamment mon cas, dire oui pour du commerce, oui pour des partenariats, mais ils doivent être équitables de part et d'autre. Ça doit être bénéfique aux populations, à l'économie, mais aussi à l'environnement, plutôt que l'inverse. Et donc, ce traité-ci a tellement cristallisé, opposé, que la Commission européenne était en train de perdre du terrain. Elle avait bien compris que sur le fond, elle n'allait pas gagner parce qu'il y avait de plus en plus d'opposition, de protestation à l'extérieur et à l'intérieur du Parlement. Et une fenêtre d'opportunité s'est ouverte à elle avec l'élection de Trump. Elle a repéré là l'argument choc pour relancer son agenda, son logiciel de libre-échange. Et on voit bien la Commission européenne qui accélère. On a le Mercosur, aujourd'hui l'Inde a été annoncée. Il faut quand même regarder ce qui se passe derrière cet argument et cette Commission européenne géopolitique. On va signer un accord avec Milei en Argentine. Et lui est le plus prompt à signer. Milei qui est cul et chemise avec Trump, dont on prétend vouloir se distancier. Regardons du côté de l'Inde. L'Inde, c'est qui? C'est Modi. C'est aussi l'extrême droite, qui lui soutient la Russie de Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc l'Europe donne d'une main à l'Ukraine pour en fait reprendre de l'autre en commerçant, en négociant avec l'Inde. On a un vrai problème géopolitique là derrière, parce que derrière on affaiblit notre sécurité d'un côté ukrainien, et on affaiblit aussi notre agriculture, nos ambitions climatiques, parce qu'on a tous besoin des forêts et de l'Amazonie. On ne se rend pas compte à quel point on vit sur la même planète. Et aujourd'hui, l'agenda géopolitique de la Commission européenne est en train, en fait, de détruire tout ce qu'on a construit patiemment. Et je rejoins Hugues quand il dit que le risque suivant, c'est que les partisans de l'utilisation de plus de pesticides, de la réduction des normes environnementales, continuent à pousser leur agenda, puisque justement, pour éviter de subir cette concurrence déloyale venue d'ailleurs, il faudrait déréguler chez nous. Non, nous devons faire en sorte d'améliorer les normes et l'Europe a un rôle à jouer aussi, multilatéral, pour amener et embarquer d'autres continents avec elle. Alors, parmi les défenseurs du Mercosur, il y a quand même des députés de gauche. C'est le cas de Javier Moreno Sanchez, qui est un député européen espagnol. Écoutez-le, une interview qui a été recueillie, il faut le dire, juste avant le vote. C'est une opportunité pour les Espagnols, mais je pense que pour toute l'Union européenne. Je pense que, comme j'ai dit, en ce moment, on doit trouver des partenaires fiables avec lesquels on peut établir ces relations dans ce contexte qui est très complexe. Et ça va permettre aux Espagnols d'exporter leur huile d'olive, leur vin, etc. Tout à fait. Donc il faut considérer ça pas comme une menace, mais comme une opportunité. Effectivement, les agriculteurs espagnols sont plutôt favorables. Il y a quelques secteurs qui ont quelques difficultés, mais je dois dire que j'ai tout à fait respect. Je comprends les inquiétudes qu'ont les agriculteurs, notamment français, mais qu'ils sachent qu'ils sont protégés, qu'on pense à eux, et que en fait le Mercosur est peut-être un bouc émissaire. Je pense que ce qu'on doit revoir, c'est la politique agricole commune, les politiques nationales de soutien à nos agriculteurs français, mais espagnols et européens, parce qu'ils sont essentiels à nos vies. Donc toute ma solidarité. Aujourd'hui, nous avons des manifestations ici à Strasbourg, mais je pense que le Mercosur est une opportunité et pas une menace. Mais les agriculteurs mettent en avant que les normes de production ne sont pas les mêmes en Amérique latine et en Europe. Pesticides, hormones, etc. Alors tout ça, c'est dans l'accord, donc ça sera contrôlé. Et donc aucun produit qui ne respecte pas les normes ou qui ne sont pas produits aux normes européennes ne rentrera. Donc, et puis, moi je le dis souvent, je pense que les vaches argentines dans la Pampa, je pense qu'elles sont bien nourries et je pense que c'est pas, le problème n'est pas là.
Ah, les vaches de la Pampa, elles ne sont pas plus heureuses là que dans les prés en Europe, Hugues Fallis? On a tous vu les images des feedlots sud-américains avec des animaux qui, oui, sont peut-être nés dans la Pampa, mais ont terminé leur vie dans des centres d'engraissement avec notamment du soja OGM. On connaît tous ça, donc on ne va pas se laisser entuber. Mais les vaches en Europe, vos vaches, elles mangent également du soja qui vient d'Amérique latine? Ah ben justement, je fais partie d'un syndicat qui depuis très très longtemps se bat pour que l'élevage des ruminants en Europe soit un élevage principalement à l'herbe et sans notamment soja importé. Ça, on est très très clair là-dessus. On est tout à fait capable de le faire et avec des conséquences positives pour l'environnement et des modèles agricoles en fait où la circularité vient apporter au niveau économique et au niveau environnemental. Mais l'accord du Mercosur, il va permettre d'importer en Europe environ 100 000 tonnes de viande bovine par an. Mais c'est peanuts, 100 000 tonnes de viande bovine. Selon les estimations, c'est 1,5%. C'est un steak par an et par habitant? Alors, je ne sais pas sous cette forme-là, mais en tout cas, c'est 1,5% de ce qu'on produit en Europe. Alors, on nous dit que c'est peu de choses. Il faut bien comprendre que le marché de la viande en Europe, qui sort de plusieurs décennies de marasme au niveau des prix, a sorti la tête hors de l'eau depuis 1 an ou 2. Parce qu'on a diminué fortement la production, parce que beaucoup d'agriculteurs se sont détournés de ce secteur pour des raisons économiques. Et donc, aujourd'hui, on est dans un marché qui est de nouveau à peu près à l'équilibre. Et dans les marchés agricoles, une des spécificités, que ce soit pour le sucre, le lait, les céréales, dès qu'on a un tout petit peu de surproduction, ça s'effondre. En fait, c'est des marchés qui fonctionnent simplement quand on est dans des périodes où on a un semblant de pénurie ou un effet psychologique sur les marchés. Attention, on pourrait manquer d'eux parce qu'on est face à des très gros acteurs qui achètent et une multitude de petits acteurs qui vendent. C'est un mécanisme économique bien connu. Et donc, le 1,5% de surproduction, d'importation, pourrait tout à fait déstabiliser les marchés. Et d'ailleurs, un bel exemple, si on veut parler chiffres, le Mercosur va apporter, suivant les chiffres, entre 0,1% de PIB à l'Europe, supplémentaire, entre 0,05 et 0,1% supplémentaire. Et on nous dit ça va être magique pour l'Europe, pour l'économie européenne, ça va être banco. Alors pourquoi d'un côté une si petite augmentation va être bénéfique et de l'autre côté, une augmentation d'1,5% ne va pas déstabiliser le marché? Donc en clair, 100 000 tonnes de viande bovine, effectivement, dans l'absolu, c'est pas beaucoup, mais ça pourrait tirer les prix vers le bas. C'est un peu ça. C'est suffisant, d'autant qu'en plus, il s'agit de morceaux qui font le prix. Il s'agit de morceaux, des beaux morceaux. De beaux morceaux. Et c'est sur cette base de ces produits-là qu'on peut déstabiliser un marché en Europe. C'est ça, Saskia, ça risque de tirer vers le bas les prix de l'ensemble de la viande en Europe? De tirer vers le bas les prix de l'ensemble de la viande en Europe, mais aussi, et fatalement, en tant que consommateur, le risque, c'est de se diriger vers une viande moins chère, mais il faut aussi regarder le risque derrière en termes de qualité, parce que non, on ne va pas être inondé de pesticides du jour au lendemain, c'est évident, mais néanmoins, les contrôles manquent. Les capacités de contrôle manquent, les filières et leur traçabilité manquent, et c'est reconnu par les experts, par la Commission européenne elle-même. Savoir que le bœuf a été injecté d'hormones de croissance est presque impossible dans certaines filières. Et donc, en fait, on se sent protégé en tant que consommateur européen par des normes qui sont élevées et qu'il faut effectivement continuer à élever. Ici, elles sont mises en danger par ce type d'accord, parce qu'effectivement, le risque, c'est que sur le marché, on retrouve de la viande non conforme, des aliments non conformes, et c'est déjà le cas. On a eu des cas avec, par exemple, des citrons verts avec un taux de glyphosate et un cocktail chimique bien au-delà des seuils qui sont tolérés ici en Europe. On les boit tous dans nos cocktails, les citrons verts. Et donc, c'est au quotidien en fait que ça pose un réel problème. On parle de la filière de la viande, mais le sucre, de certains fruits et légumes en venant du Mercosur, en provenance des pays du Mercosur. Ouais. La France précisément, elle s'est fortement opposée à cet accord, sans arriver à faire en sorte qu'il ne passe pas. La Belgique, elle s'est bien comportée selon vous? On n'est pas trop en phase avec, en tout cas, la communication de l'équipe dirigeante en Belgique qui
nous dit depuis des mois que les Flamands ne sont pas d'accord de s'opposer au Mercosur parce qu'il y a des intérêts économiques, on parle souvent du port d'Anvers notamment, et donc le gouvernement wallon dit on n'a pas obtenu une voix d'opposition, donc on va avoir une abstention oui. du vote. Alors qu'on sait bien que, notamment, des responsables politiques de droite nous disent, lorsqu'on les rencontre, il faut absolument voter ce Mercosur, indépendamment du tort que ça peut faire à l'agriculture wallonne. On demandera des clauses miroirs, voire des mécanismes de protection. Et puis après, le gouvernement wallon vient nous dire on est absolument opposé au Mercosur. On a vraiment le sentiment dans les campagnes que notre gouvernement wallon n'a pas fait grand-chose pour s'opposer. Pas fier d'être belge ou wallonne, Saskia? Écoutez, ce qui est clair de la part du MR et des engagés, c'est que c'est une position au niveau wallon et fédéral aussi opportuniste, de dire nous sommes opposés au Mercosur, ça amène à une abstention, ils le savaient pertinemment bien et on n'a pas vu ni le ministre du Commerce extérieur, M. Prévost, ni d'ailleurs les membres du gouvernement wallon prendre leur bâton de pèlerin pour essayer de convaincre d'autres pays de les suivre. On a raté la minorité de blocage au sein du Conseil, donc au sein des États membres, à 4%. Donc 2 pays autres que l'Italie auraient rejoint la danse, on aurait pu aussi bloquer au niveau du Conseil. Donc les États membres, nos gouvernements ont un rôle à jouer. Je voudrais juste dire qu'ici, au Parlement européen, la logique veut qu'on travaille tous ensemble. Et que là, ils ont apporté leur voix à la résolution qu'on a votée hier, mais quand ils ont eu l'opportunité de le faire aussi au niveau belge, ils ont voté contre. Et c'est là qu'on se dit... C'est dingue de voir le grand écart entre les déclarations et les actes et la cohérence des actes aux différents niveaux de pouvoir. Et là où ils auraient pu réellement peser au sein des gouvernements, ils ne l'ont pas fait. C'est malheureux parce que c'est opportuniste dans le sens où c'est suivre la colère agricole. Mais ce n'est pas fondamentalement revoir le logiciel des accords de libre-échange. Et c'est ça qu'on doit faire. On ne peut pas à la fois prétendre, comme l'a fait M. Moreno Sanchez, défendre l'agriculture européenne et nos agriculteurs et continuer ce type de modèle de libre-échange qui apporte énormément d'impact négatif sur les différents secteurs. On disait l'élevage, mais c'est aussi le sucre, c'est aussi la volaille. Il y a plusieurs secteurs qui seront négativement impactés. Alors, j'aurais voulu revenir sur l'interview justement où il nous disait qu'il faut changer la PAC. Alors il faut changer la PAC, mais je suis désolé, la signature du Mercosur, elle est vraiment en phase avec la PAC qu'on connaît depuis maintenant plus de 30 ans. Et là, au niveau de la FUGEA, on s'oppose à cette PAC depuis le début, qui a supprimé toutes les mesures de protection de l'agriculture européenne, qui nous a imposé en 1992 de travailler au prix mondial en intégrant les subventions compensatoires qui sont devenues, dans le langage commun, des primes. Donc on travaille dans un système où on est mis en concurrence en fait avec le monde entier. Ça fait des années que ça dure et c'est la raison profonde du malaise agricole en fait. Et les accords de libre-échange ne sont qu'une couche supplémentaire. En fait, l'agriculture est encore une monnaie d'échange pour gagner des marchés pour d'autres biens. Donc c'est tout le modèle de la politique agricole de la Commission européenne qu'il faudrait réformer. Alors, Hugues, vous êtes également connu pour être le premier citoyen à mener une action en justice contre Total, que vous accusez d'être responsable du dérèglement climatique, responsable aussi d'avoir un certain impact sur vos propres exploitations. Il y a donc un procès, on connaîtra le verdict au mois d'avril. C'est quand même une prouesse de mener une telle action contre une grosse entreprise comme ça. Alors d'abord, on va faire le lien avec tout ce qu'on a dit avant, puisque moi, j'ai la conviction que le problème de la Commission et du Mercosur, c'est une histoire de mainmise sur le monde des multinationales. Et le procès Total Energy, c'est exactement la même chose. Tout le monde en Europe s'accorde pour dire qu'il faut dire au revoir aux énergies fossiles pour des raisons géopolitiques, pour des raisons économiques. Eh bien, Total Energy continue à prospecter pour de nouveaux forages, alors qu'il faut faire juste l'inverse. Il faut investir les bénéfices colossaux que cette multinationale fait dans la transition énergétique. Et c'est ce que l'Agence internationale de l'énergie dit également. Il y a un consensus scientifique, un consensus politique là-dessus. Donc maintenant, nous demandons à la justice, parce que le politique n'est pas capable de le faire, d'imposer à Total Energy un changement de ses pratiques. Et premièrement, d'arrêter de prospecter. Et un citoyen, il peut gagner contre une grande entreprise? Alors,
c'est pas vraiment un citoyen. C'est une action que je porte en mon nom devant le tribunal de l'entreprise en tant qu'entreprise. Je suis un agriculteur, donc une entreprise, mais j'ai derrière moi le soutien de 3 ONG, la Ligue belge des droits humains, FIAN et Greenpeace. Et le soutien de Saskia Bricmont, je parie. Et clairement, le soutien de Saskia Bricmont, le soutien de milliers de Belges qui trouvent que la cause est importante. C'est un procès que vous regardez de près Oui, et c'est admirable, mais pas normal, parce qu'effectivement, quand le politique ne fait pas son travail, les citoyens, les entreprises sont obligés de se tourner vers la justice. Et regardez, notre résolution Mercosur, ce n'est rien d'autre. C'est que comme le législateur ne fait pas son travail jusqu'au bout, et pas que le Parlement européen. La Commission européenne, pour moi, nous a présenté un texte qui, au regard du droit, ne tient pas la route. Nos gouvernements ont validé un texte qui, au regard du droit, ne tient pas la route. Et donc, il faut qu'on se tourne vers la justice parce qu'on n'a pas de majorité politique aujourd'hui. Et il faut reconnaître que c'est une majorité politique de droite qui est en place et qui mène ces politiques ultralibérales qui détricotent, en fait, tous nos secteurs. Où sont les engagements pour sortir des énergies fossiles? On dépend d'énergies fossiles qui viennent de où? De Russie, des États-Unis de Trump. Et d'ailleurs, cette commission actuelle a promis d'en acheter plus encore à Trump. Plutôt que de se dire, OK, en tant que continent européen, nous sommes capables, en fait, de travailler à la relocalisation alimentaire, à la transition énergétique, à devenir beaucoup plus autonomes et souverains, plutôt que de dépendre aussi de régimes de plus en plus autoritaires. Effectivement, les multinationales, en fait, qu'est-ce qu'elles regardent? Leur bénéfice immédiat. Elles regardent quoi? Le gain immédiat qui est encore possible. Donc, elles n'ont aucun intérêt à suivre la trajectoire qui est celle qu'en fait l'Europe s'est imposée d'avoir une neutralité carbone d'ici à 2050 et donc de quitter les énergies fossiles. Et pourtant, il y a urgence. Et donc, merci aux citoyens comme Hugues Fallis. Il y a aussi une jurisprudence, il y a eu d'autres cas dans d'autres pays qui ont été victorieux. Et donc moi, je suis confiante dans la justice pour aussi donner la trajectoire aux politiques. Et j'espère que le politique va enfin arrêter de s'asseoir sur les décisions de justice parce que c'est aussi ce qui se passe et ce n'est pas digne d'un État de droit. Alors Saskia Bricmont, on n'a plus le temps. Vous échappez à la question qui pique, accrochée à ce petit cactus. Une des questions, c'était comment va Écolo? Donc je pense que vous l'avez fait exprès de prendre plus de temps pour vous exprimer. On se reverra, on en parle quand vous voulez. Écolo va très bien. Et de ne pas répondre à cette question. Merci Saskia Bricmont, merci Hugues Fallis de vous être arrêté à Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.